Et après ce flash, nous voilà de retour pour la seconde partie de cette émission exceptionnelle consacrée aux inondations un an après. Claire Boissier, sinistrée de Fayot-Loges, présidente de l'association d'assistance aux sinistrés du Loiret, est toujours avec nous en plateau, tout comme Benoît Dijon, président du CIVLOF, le syndicat de la vallée du Loing. Vient aussi de nous rejoindre Guillaume Lepierre, responsable des opérations du projet d'aménagement chez Cofiroute. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors on en parlait dans la première partie de cette émission, des particuliers, des commerçants et des entreprises, mais de nombreux agriculteurs ont aussi été très touchés par les inondations. Rien que sur le Loiret, on a dénombré près de 3000 exploitations inondées. Parmi ces exploitations, il y a celle d'Alexandre Nioche à Rebréchien, dans le Loiret. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes céréalier, vous cultivez le blé, le colza, le tournesol. De quelle manière est-ce que vous avez été impacté par ces inondations ? Oui, bonjour. En fait, plusieurs parcelles de l'exploitation ont été partiellement ou totalement inondées, avec des hauteurs d'eau pouvant atteindre jusqu'à 1,50 m, recouvrant totalement, par exemple, la culture du colza. Et en plus de l'excès d'eau et du cumul d'eau sur les parcelles, c'est surtout le manque de luminosité qui a suivi, qui a duré jusqu'au 20 juin, aux environs du 20 juin, qui a fait que les récoltes ont été très mauvaises. Des inondations qui, selon vous, seraient dues aussi à un mauvais système d'évacuation ? C'est certain que des quantités d'eau aussi importantes mettent en défaut les points qui sont mal desservis par les réseaux d'évacuation d'eau. Et effectivement, oui, il y a sans doute des choses à faire, que ce soit en termes d'entretien ou en termes d'aménagement. Combien vous ont coûté tous ces dégâts ? C'est énorme, c'est difficile à chiffrer, mais aujourd'hui, je pense que je suis à peu près à une perte de chiffre d'affaires d'environ 100 000 € sur mon exploitation, ce qui correspond à la moyenne départementale qui est d'environ 500 € l'hectare. 100 000 € et comme beaucoup d'autres agriculteurs, vous n'aviez pas d'assurance. Est-ce que c'est aussi à cause du prix trop élevé de ces assurances pour les agriculteurs ? Effectivement, moi je suis installé depuis bientôt 5 ans et j'avais plutôt envie d'investir l'argent que j'aurais pu mettre dans une assurance dans des moyens de production. Donc pour l'année 2016, ça a été une erreur. Mais l'assurance représente un coût important. Alors, comparé aux dégâts qui ont pu être occasionnés par l'année 2016, ça peut sembler faible. Néanmoins, les assurances récoltes ne couvrent pas l'intégralité des pertes occasionnées. Donc vous avez quand même néanmoins eu une petite aide, je crois, sous forme d'exonération de la taxe foncière, la seule aide que vous avez eue. Effectivement, c'était une demande de la profession agricole. L'idée, c'était de dire, puisqu'on ne dégage aucun revenu sur les parcelles, il n'est pas tellement normal que nous soyons imposés au niveau des taxes foncières sur le non bâti. Et c'est ce que nous avons obtenu pour des montants partiels ou totaux, suivant les exploitations. Comment vous voyez, vous, aujourd'hui, l'avenir, désormais, dans cette profession, l'agriculture, qui est de plus en plus soumise au changement climatique ? Il va falloir pouvoir s'adapter et surtout qu'on nous donne les moyens de résister par rapport à ces nouveaux aléas, ou en tout cas ces aléas qui existent mais qui sont peut-être de plus en plus fréquents. La difficulté en ce moment, c'est que l'année 2016 est consécutive à plusieurs années de conjoncture très difficiles. Et donc, elle vient vraiment au mauvais moment au niveau des trésoreries des exploitations agricoles. Donc demain, il nous faudra des outils qui soient multiples. Merci beaucoup Alexandre Nioche d'être venu nous parler de votre situation. On va reparler bien sûr de la nécessité de l'adaptation au changement climatique. Je vous propose désormais qu'on revienne sur l'un des épisodes les plus marquants de la catastrophe, l'inondation de l'autoroute A10 entre Orléans et Saran. Plusieurs centaines d'usagers se sont retrouvés piégés dans leur véhicule. Un événement sans précédent. On va en parler dans un instant avec Guillaume Lepierre, représentant de Cofiroute, qui est avec nous en plateau. Mais d'abord, les faits, Théophile Mbaka. Quand l'alerte est donnée par Vinci Autoroute, le piège s'est déjà refermé sur les automobilistes qui ne peuvent ni avancer ni reculer. Après des heures interminables, les premiers naufragés sont secourus par l'armée. L'autoroute, un zéro pointé depuis 7 h du matin, aucune nouvelle. Ils ne sont jamais venus. Ils se sont jamais préoccupés des gens, c'est scandaleux. Pendant ce temps, c'est le branle-bas de combat à Vinci Autoroute. Au PC 45, les réunions de crise se multiplient.
C'est une situation complètement exceptionnelle puisque jamais en 40 ans d'exploitation de l'autoroute nous avions constaté une telle inondation. Comment écoper un lac artificiel? Une solution ingénieuse est retenue. Sur 800 mètres, un corridor est construit à l'aide de 3000 sacs de gravats pesant chacun 2 tonnes et ceinturés par des membranes d'étanchéité. C'est inédit et expérimental. Oui, c'est impressionnant. L'eau est impressionnante. Un chantier hors norme est mis en place sur l'autoroute A10. 500 collaborateurs sont mobilisés jour et nuit. Une noria de tracteurs avec remorques, des zodiacs et des stations de pompage. Le chantier est gigantesque, spectaculaire. La zone qui est inondée a une profondeur maximale de 1,11 m, ce qui représente une surface, un volume de plus de 40 000 m3 à évacuer. On utilise des pompes de grosse puissance qui vont de 300 à plus de 1600 m3/h. Audacieuse et risquée, l'opération est une réussite. Commence alors une autre course contre la montre. Très tôt, on n'arrête pas de faire des navettes à ramener tous les véhicules qui sont stockés sur l'autoroute depuis plusieurs jours. 300 au total, dont une centaine de poids lourds. Progressivement, la colère du ciel s'apaise. Les hommes redoublent d'efforts. La réouverture de la 10 Paris-Bordeaux est vécue avec soulagement. Il s'agit d'un axe routier stratégique. 45 000 véhicules jour dans les deux sens. Oui, Guillaume Lapierre, on l'a vu, c'est un événement totalement inédit qui a été pour vous difficile à gérer. Effectivement, ce qu'on voit sur ces images est particulièrement impressionnant. C'était un événement très marquant pour Vinci Autoroute, qui a dû mobiliser pendant 10 jours près de 500 personnes pour réussir à remettre en circulation cette autoroute, alors qu'on avait littéralement une rivière qui circulait par-dessus l'autoroute. Claire Boissier, vous qui êtes sinistrée, comment vous percevez ce qu'ont vécu, ce qu'on a appelé les naufragés de la 10 ? Ça a l'air vraiment... C'est-à-dire que certains sont restés coincés plusieurs heures dans leur Très véhicule. traumatisant, oui, pour eux, je suppose. On a beaucoup reproché à Cofiroute justement de ne pas être intervenu assez tôt, d'avoir laissé la route ouverte, d'avoir laissé plusieurs usagers véhicules s'engouffrer dans ce lac qui s'est créé sur la route. Comment ça s'est passé exactement ? Alors, ce qu'on voit bien, c'est que c'était un événement particulièrement exceptionnel. Et en même temps que l'autoroute était fermée, la plupart des routes du Loiret avaient des difficultés, ce qui veut dire que la circulation dans l'ensemble du Loiret était très compliquée. Ce qui compte maintenant, c'est qu'on tire de cette expérience et de cet événement exceptionnel des enseignements pour l'avenir. Et depuis un an que ces événements se sont passés, nous avons beaucoup travaillé avec nos partenaires, que sont à la fois les services de l'État et les élus, pour prévoir l'avenir. Il y a justement un rapport du ministère de l'Environnement, sous le précédent gouvernement, qui pointe des dysfonctionnements, de l'attentisme, je cite, et une sous-estimation des risques. Comment vous l'avez reçu, ce rapport ? Alors, ce rapport, effectivement, émis par le ministère de l'Environnement, retrace la chaîne de décision qui a permis de suivre cet événement. De toute façon, quand on a un événement exceptionnel comme celui-ci, il est impossible de prévoir. Clairement, vous n'étiez pas préparé pour cet événement. Il était impossible de prévoir un événement de cette ampleur. Ce qui compte maintenant, c'est qu'on a vu cet événement, on est capable de réagir et de proposer quelque chose pour demain. Alors, on a vu justement il y a quelques semaines des travaux sur cette portion très précise de la 10. Est-ce que vous réfléchissez ? Vous allez faire justement des travaux entre Saran et Orléans ? Tout à fait. Nous avons un projet d'aménagement de l'autoroute qui était prévu avant les inondations. Et ce projet, nous allons le compléter avec un aménagement au niveau de la retrève, de manière à ce qu'un événement de telle ampleur n'ait pas le même impact demain s'il venait à se reproduire. Ces travaux sont conséquents. Il y a plusieurs aménagements, dont un tunnel sous l'autoroute, pour permettre d'éviter que l'eau revienne sur les chaussées. Un corridor comme ce qu'on a vu sur le moment, mais plutôt enterré pour éviter que le bassin de la retrève ne déborde de nouveau. C'est exactement ça. Nous ferions un tunnel sous l'autoroute qui permettrait d'évacuer l'eau sous l'autoroute et des buttes de terre pour protéger l'autoroute. Il y a d'autres recommandations du rapport établi par le ministère. Est-ce que vous allez toutes les suivre ? L'État demande notamment d'équiper d'éclairage les zones à risque de la 10. Tout à fait. Parmi les différents aménagements que l'on va faire, on prévoit également l'équipement de caméras de surveillance de cette zone qui permettront de voir en temps réel ce qui se passera au niveau de la retrève.
Merci beaucoup Guillaume Lapierre d'être venu nous parler donc de la problématique de l'A10. On va poursuivre avec cette autre image des inondations. Elle a fait le tour du monde. Le château de Chambord sous les eaux. L'édifice s'est retrouvé encerclé par le Causson. Regardez une image très impressionnante. La crue a d'ailleurs fait beaucoup de dégâts en Sologne. À la Ferté-Saint-Aubin, la municipalité a depuis adopté tout un arsenal de mesures de prévention des risques. On va en parler avec nos invités, mais on regarde d'abord ce reportage. Ce sable sur la rive a été transporté par le Causson lors de sa crue en juin 2016. Des inondations que la commune de la Ferté-Saint-Aubin a subies 2 années consécutives. Il faut maintenant nettoyer le lit des sédiments qui se sont accumulés. On a effectivement prévu des travaux de désensablement du Causson au niveau du pont, puisque au niveau du pont, on a à peu près 60 cm de sédiments en trop qui se sont déposés. Donc on voit que si l'eau monte brutalement, elle peut vite arriver au tablier du pont, ce qui exerce des forces qui peuvent mettre un petit peu en péril la structure du pont. Le désensablement du Causson, c'est l'une des multiples mesures pour prévenir le risque d'inondation. Un véritable arsenal qui comprend le dispositif d'alerte Vigicru Flash, l'installation d'un capteur du débit du Causson ou encore la réalisation d'un atlas des zones inondables, des dispositions réservées auparavant aux communes riveraines des grands cours d'eau. Le Causson est un cours d'eau qui n'est pas surveillé quasiment jusqu'à son embouchure. Ça veut dire qu'on n'a pas de connaissances sur ses débits, de rappel historique sur la manière dont il peut évoluer au cours du temps. On n'a pas de repères non plus sur les crues précédentes qui ont pu avoir sur le Causson, à quel niveau l'eau a pu monter. On a peu de repères historiques de ce type. Donc la crue de 2016 fait office de référence. Pour compléter cet arsenal de mesures, le conseil municipal va instaurer une réserve communale de sécurité composée d'une 40aine de bénévoles. Si l'événement dure trop longtemps, pour pouvoir effectuer des relèves, que les gens puissent se reposer et se ravitailler. Chose qui l'année dernière, comme c'était malheureusement une première et qu'on était pris de court, mais vous avez des gens qui ont été 3 jours non-stop sur la brèche. À la Ferté-Saint-Aubin, tout est mis en œuvre désormais pour prévenir du risque d'inondation. Une nécessité d'autant que ces événements dramatiques, conséquences du réchauffement climatique, sont sans doute appelés à se reproduire. Claire Boissy, votre réaction à ce qu'on vient de voir? C'est très très bien ce qu'ils font, très très bien. C'est ce qu'on demande justement. À propos du tronçon du canal d'Orléans Combleu-Combreux, on demande que soit mis en place, programmé, réalisé dès 2017, des travaux de sécurisation les plus importants. Comme ils viennent de faire à Orléans cette semaine, ils ont réparé entièrement l'écluse, même si elle ne peut pas s'ouvrir parce que le flux est trop important, tous les clapets, les ventelles fonctionnent. Elle est nouvelle, donc c'est extraordinaire. Si vous pouvez faire ça sur tout le canal, on serait en sécurité. Vous réclamez donc des mesures, vous posez aussi des questions. Votre association a déposé une plainte auprès du procureur de la République d'Orléans. Quel est l'objet de cette plainte? Mise en danger de la vie d'autrui. Plainte contre X. Pour quelle raison? On veut des réponses pour savoir pourquoi un canal déborde à ce point-là. Et on voudrait les réponses pour que ça ne se reproduise pas. Vous avez imaginé des théories, peut-être des explications à ce débordement en ce qui concerne Fayot-Loges et ce secteur? On a une enquête à peu près d'1 an avec des photos de avant l'inondation, pendant et après. Donc on a les rapports de tout et c'est dans la plainte actuellement. Donc c'est au procureur de... Et on suivra donc l'évolution de cette plainte. On l'a dit, il va falloir donc réaliser des travaux. On va en parler avec nos invités. Parmi les idées, il y a celle de creuser des bassins de rétention. Je vous propose d'écouter à ce sujet Jeannie Lorjou, le maire de Romorantin. Quand la nature veut se venger de l'homme, l'homme est impuissant. Donc quand il y a des déferlements de crues, d'inondations de type diluvien, comme celle à laquelle nous avons dû faire face, on ne peut pas grand-chose sur le moment. Alors il faut y réfléchir. Nous y avons réfléchi. Au nord de la ville, il se trouvait que la mairie était propriétaire d'un terrain de 6 hectares. Nous allons en faire un bassin de rétention pour lisser l'étalement des eaux en cas d'inondation. Ça ne suffira pas naturellement, mais c'est déjà une première mesure à moyen terme. Des bassins de rétention, une mesure à moyen terme, qu'est-ce que vous en pensez, Benoît Dijon? Oui, c'est un des dispositifs, il n'y a pas que ça. Il faut déjà les unités complètes des dispositifs sur le territoire. Nous, au niveau du bassin du Loing, on a proposé aux 5 syndicats restants, qui sont principalement sur la Seine-et-Marne et un peu sur le Loiret, de se regrouper avec nous pour faire
un comité de bassin pour pouvoir entamer des travaux de régulation de l'eau. Parce que l'eau, c'est comme sur l'autoroute, la circulation, ça se régule. On peut ralentir en amont, mais il faut simplement une solidarité entre l'amont et l'aval. Alors, on a publié aujourd'hui un petit flyer qui est disponible sur le site civelo.fr et je vous incite les auditeurs, les téléspectateurs à aller le charger et regarder ce qui s'y passe parce que c'est important, tout est résumé. C'est pris en note. On sait aussi, Benoît Dijon, que les inondations à Montargis ont été amplifiées par la rupture de la digue de Montcresson. Est-ce que justement vous allez travailler à l'entretien, un meilleur entretien des digues? Alors, on va voir les images. Les digues de Montcresson, ce sont des digues qui appartiennent au domaine de VNF, Voies navigables de France, c'est domanial, et c'est à eux d'entretenir leurs digues. Ça fait plusieurs fois qu'elles lâchent et qu'on a des soucis. Ça interrompt le tourisme fluvial, ça interrompt l'agriculture aussi, qui est très touchée. 80% des agriculteurs ont été touchés dans notre région. Et là, c'est un gros problème, c'est un vrai problème. Et il faut entretenir ces canaux, comme les digues de Loire. Hein. On retrouve les mêmes problèmes sur Orléans avec les digues de Loire et il faut que l'État entretienne son patrimoine. Et on en revient évidemment à la question centrale, une meilleure coordination entre tous les acteurs pour mieux prévenir de futurs, on ne l'espère pas, mais en tout cas des inondations de cette ampleur. Merci à tous d'avoir participé à cette émission spéciale. On arrive au terme, hélas, nous n'avons pas le temps de parler de tous les sujets, mais on y reviendra bien sûr. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission spéciale. Je vous souhaite de passer un bon samedi et un bon week-end. À bientôt.